Bonjour et bienvenue à l'atelier de broderie d'art, un univers de beauté, qui sera donné par l'artiste Tamara Rubilard, dans le cadre de l'exposition Conversation, le troisième volet de la série Pop-up. J'aimerais commencer par reconnaître que la Guilde célèbre les traditions culturelles et l'expression artistique de tous les peuples autochtones du Canada et des artistes en métier d'art. La Guilde est située sur un territoire autochtone lequel n'a jamais été cédé. La nation Kanien'kehá:ka Mohawk est reconnue en tant que gardienne des terres et des eaux de Tiohtià:ke, Montréal, historiquement connue comme lieu de rassemblement pour de nombreuses Premières Nations. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que la Guilde reconnaît les relations continues entre les peuples autochtones et autres personnes des communautés du Canada. J'aimerais aussi remercier Madame Rubilard d'avoir accepté notre invitation à donner cet atelier. Et merci à vous tous pour votre présence ce soir. Mon nom est Marie-Hélène Naud, je suis coordonnatrice aux activités culturelles à la Guilde et il me fera plaisir d'animer la rencontre ce soir. Avant de débuter l'activité, je vais faire une brève présentation de la Guilde pour ceux qui ne sont pas familiers avec nous. Donc, la Guilde est un organisme à but non lucratif qui a été fondé en 1906 par deux femmes de la communauté anglophone de Montréal, Alice J. Peck et Martha May Phillips. Elle œuvre à la conservation, à la promotion et à la sensibilisation de l'art inuit, de l'art des Premières Nations et des métiers d'art au Canada. La Guilde fut le premier commerce dans le monde, en fait le premier endroit à commencer le commerce de l'art inuit en 1949. Ça se reflète beaucoup dans la place importante que l'art inuit a pour la collection, qui est une des plus influentes au Canada. Ensuite, la Guilde possède également un centre de documentation et des archives, ce qui est peu connu, qui est disponible pour consultation. Elle organise des expositions temporaires, des activités culturelles en lien avec la programmation. La Guilde possède aussi une galerie d'art qui rassemble des artistes contemporains, établis et émergents. Pour plus d'informations sur la Guilde ou sur les œuvres de sa galerie disponibles pour acquisition, ses expositions et ses autres services, je vous invite à consulter le site web laguilde.com. La Guilde présente en ce moment et jusqu'au 25 juillet l'exposition Conversation en partenariat avec l'École des textiles contemporains de Montréal et le Centre des métiers du cuir de Montréal. Cette exposition présente le merveilleux travail de 15 artistes qui ont gradué de l'une des deux écoles, dont Tamara Rubilard, qui a étudié entre autres à l'École des textiles contemporains de Montréal et que j'aurai l'honneur de vous présenter dans un moment. Suite à l'exposition Conversation, la Guilde présentera à partir du 3 août l'exposition Sonia Robertson, Umiku Nekawi Assi, Son de la Terre-Mère, en collaboration avec le Festival international Présence autochtone. En plus de son exposition Trilogie des matières, une collection, vous pouvez aussi consulter Pludo Poudlat, Au-delà des limites, l'exposition semi-permanente. Restez à l'affût afin de connaître les nouvelles activités qui seront données au cours des prochains mois. La Guilde va participer, entre autres, aux Journées de la culture en septembre. Vous pourrez vous informer de nos prochaines activités sur la page Facebook et sur le site de la Guilde. Dans l'atelier d'aujourd'hui, Tamara Rubilard vous accompagnera dans la réalisation d'une broche dahlia. Elle présentera d'abord son parcours, les écoles des différents pays où elle a suivi des formations, telles l'Espagne, la France et l'Angleterre, ainsi que les approches de ces différentes écoles. Elle vous expliquera les techniques de l'aiguille et du crochet de Lunéville. Puis, elle vous fera découvrir ses tableaux abstraits, ses accessoires et ses légères fleurs de soie, ainsi que les matériaux qu'elle emploie pour les réaliser. Par la suite, elle détaillera les étapes de confection de la broche dahlia. L'atelier se termine d'une période de questions, donc n'hésitez pas à bien penser à vos questions ou à les noter dans la section Converser tout au long de l'activité. Diplômée du Centre de textile contemporain de Montréal, l'artiste Tamara Rubilard suit des formations en Europe et, entre autres, à l'École Le Sage à Paris et à la Royal School de Needlework de Londres. En 2019, elle fonde Studio Textile Montréal, un lieu de création et de formation en broderie d'art. Son travail comprend la création de pièces de broderie sur mesure pour la mode, le costume, les arts décoratifs, ainsi que des œuvres personnelles. Elle s'approprie les techniques et savoir-faire de la broderie d'art et de l'ornementation textile.
pour célébrer la féminité et la beauté du travail minutieux de la main. Ces œuvres font partie d'expositions collectives au Canada, en France et en Espagne, dont Conversation, que je vous invite à venir nous visiter. J'invite maintenant Tamara Rubillard à prendre la parole et merci de faire cet atelier ici à la Guilde pour nous. Merci beaucoup pour cette belle introduction. Donc, bonjour tout le monde. Je vois des visages que je connais déjà, donc ça fait plaisir de voir autant de monde. Donc, bonjour tout le monde. Voilà, alors donc aujourd'hui, je vous invite en fait à partager effectivement cet univers de beauté qui est la broderie d'art. Donc, je vais vous parler en fait de mon travail et de ma passion pour ce métier, qui est vraiment un métier qui est tout en finesse, un métier de beauté, un métier de luxe, un métier vraiment de tout ce qui représente la beauté. Et à quelque part aussi quelque chose qui vient nous émerveiller, qui vient créer de la beauté. Donc, voilà. Donc, en fait, Marie-Hélène vous a un peu résumé mon parcours. Mais juste pour donner quelques détails, c'est vraiment à l'école, quand j'ai étudié au Centre des textiles, que j'ai découvert la broderie. Bien que le cours qu'il y avait à l'école, c'est un cours d'initiation, on a eu très, très peu d'heures. C'était peut-être un cours de 10 heures, mais ça a suffi pour moi pour vraiment voir que c'est ça que j'aimais, le travail de l'aiguille. Donc, en fait, à partir de là, j'ai commencé à faire des recherches, à découvrir des techniques, beaucoup par moi-même. J'ai cherché s'il y avait des endroits de formation, des écoles ou même des artistes de broderie ici au Québec. Il y en a, mais très peu. Donc, des endroits, disons, officiels de broderie professionnelle, il n'y en a pas. Donc, il a fallu aller en Europe. Donc, je me suis informée sur les différentes écoles et c'est là que j'ai décidé en 2015 d'aller séjourner 3 mois en Europe afin de faire des séjours et des stages dans différentes écoles. Donc, la première école où je suis allée, c'est la plus connue que peut-être sûrement plusieurs d'entre vous connaissent, c'est l'école Le Sage. Donc, l'école Le Sage est une école de broderie d'art et de broderie haute couture qui est située à Paris, qui existe depuis plusieurs années, qui a été fondée par François Le Sage. Et aujourd'hui, cette école, en fait, c'est aussi un atelier où on produit, donc crée des broderies. Et c'est la maison Chanel qui a donc racheté Le Sage pour, en fait, pour que ce travail puisse continuer. Et donc, l'école a été créée, je crois, il y a 15 ou 20 ans. Donc, dans cette école, on enseigne vraiment la broderie vraiment décorative et haute couture. Donc, je vais vous montrer le modèle que j'ai réalisé. Donc, ce modèle-ci, c'est vraiment le cours d'initiation. Donc, en fait, c'est une petite libellule. Donc, c'est une petite broche. Et en fait, on apprend donc diverses techniques. Il y a beaucoup donc de perlage, perles, fils, strass. Donc ici, on a un mélange de 2 techniques dont je vais vous parler tout à l'heure. C'est la technique à l'aiguille, technique traditionnelle avec l'aiguille, et la technique de Lunéville, donc qui se fait avec un crochet spécial. Donc, vous voyez cette petite broche ici, donc on fait aussi le dos. Donc, on pose la doublure, l'épinglette avec le petit logo de Le Sage. Donc, ça a l'air très petit, c'est très, très fin, mais c'est énormément de travail. Donc, la particularité de l'école Le Sage, c'est que, comment dire, c'est très intéressant, en fait, de voir les différentes écoles quand on va séjourner là-bas pour un stage, parce qu'on voit vraiment que l'école est liée à la culture. Donc, à Le Sage, en fait, tout est très, très beau. L'école est magnifique, mais comme il faut vraiment se concentrer sur notre travail. On n'est pas là pour faire du social ou pour prendre des photos. Et le travail en soi est assez difficile parce qu'on veut essayer de tout faire le projet dans le temps qu'on a alloué. Mais c'est vraiment une expérience assez incroyable.
Une autre chose aussi, c'est que la plupart de ces écoles coûtent très cher, plus le voyage, plus l'hébergement. Donc, quand on va là-bas, c'est un émerveillement total, mais c'est aussi très, très exigeant parce que c'est énormément de travail. Donc, ensuite, je suis allée à Londres à la Royal School de Needlework, qui est une école privée. Et en fait, là, c'est vraiment des techniques traditionnelles, faites toutes avec l'aiguille. Et on peut choisir la technique qu'on veut. Donc, ça dure 2 semaines. C'est 8 jours. Et puis, c'est de 10 heures à 4 heures. Et donc, en fait, moi, j'ai choisi la technique qu'on appelle Jacobean Crewel, qui est beaucoup une technique de broderie traditionnelle. Donc, on va retrouver les points traditionnels de broderie. Donc, je vais vous montrer l'ouvrage qui a été fait. Donc, ici, c'est une broderie. En fait, le dessin qui a été fait, c'est vraiment un dessin traditionnel de ce type de broderie. Donc, un dessin floral. Et puis, on travaille sur une toile de lin et tous les fils, ce sont des fils de laine anglaise. Donc ici, en fait, on fait tout de A à Z. Hein. On travaille donc sur un grand métier, on trace le dessin, ensuite on choisit une palette de couleurs et puis ensuite on décide quel point on va faire dans le dessin. C'est ça la partie que j'ai trouvée le plus difficile parce que là, j'étais une débutante et donc les professeurs, ce ne sont pas des professeurs, on les appelle les tuteurs. Il y a 2 tuteurs dans la classe. Et donc là, le professeur va nous aider à réaliser les points, à décider quelle couleur, quel type de points. Ils sont vraiment là pour nous aider à découvrir la technique. La particularité, donc, comme je vous disais, c'est là qu'on voit la culture de l'école, c'est que, en fait, à 11 heures, il y avait le tea time. Donc, à 11 heures, tous les jours, la prof disait « OK, ladies, tea time ». Ça, j'ai trouvé ça vraiment drôle parce que la plupart des étrangères, elles restaient dans la salle et elles brodaient, évidemment, et toutes les Anglaises disparaissaient pour aller prendre le thé. Donc, ça, c'était assez amusant. Une autre particularité, quand je vous disais que c'est vraiment des expériences incroyables, c'est que l'école donc, qui est située en banlieue de Londres, c'est à Hampton Court, c'est dans un château, c'est dans le château d'Henri VIII. Donc, imaginez-vous, le matin, vous arrivez pour votre cours, puis vous passez dans des jardins anglais, vous traversez carrément le château qu'on peut aussi visiter. Donc, c'est pour ça, c'est vraiment des expériences merveilleuses, mais qui sont assez exigeantes. Donc là, suite à l'Angleterre, donc suite à ces 3 mois, donc je suis revenue ici. J'ai continué donc à développer, apprendre toutes les techniques possibles. Et ensuite, je suis allée 2 ans, j'ai séjourné 2 ans en Espagne. Et puis, pendant ce séjour, eh bien, je voulais apprendre toutes les techniques possibles. Et en fait, en Espagne, les 2 principales techniques, c'est la broderie d'or qui est liée au costume de torero et la broderie d'or espagnole. Donc, la broderie d'or espagnole, on l'utilise beaucoup, on la voit beaucoup dans les processions religieuses pour les grandes fêtes de Pâques, différentes fois dans l'année. C'est surtout dans le sud, en Andalousie. Donc, imaginez dans des processions, c'est des grandes statues, des vierges, des Christ, et dont le manteau, les vêtements sont couverts de motifs de broderie d'or. Donc, c'est vraiment très impressionnant. Donc, moi, je suis allée faire un stage d'1 semaine dans un atelier à Séville, donc avec une maître brodeuse qui m'a appris donc à faire cette technique. Donc ici, c'est vraiment, je vais essayer de m'approcher, il y a beaucoup, beaucoup de détails. Donc ici, c'est une pièce qui a été réalisée vraiment avec des fils d'or. La plupart des fournitures sont fabriquées en Espagne. Donc ici, la particularité de la broderie d'or espagnole, c'est que c'est toute une broderie en relief. Si j'essaie de vous résumer un petit peu la technique, donc, en fait, on fait d'abord le dessin
le dessin et la broderie sont d'abord réalisés sur une toile de coton qui est très solide. Donc, on trace le dessin. Ensuite, on met un feutre, donc le feutre qui correspond au dessin de la fleur. Et ensuite, on vient, les fils d'or, on vient les coucher sur le tissu. Les fils d'or ne vont jamais transpercer le tissu. Ce qu'on fait, c'est qu'on travaille avec deux fils. Donc, le fil d'or où on vient coucher on vient, vous voyez, par rangée. Et vous voyez les petits points, les motifs sont créés par un fil de coton jaune. Donc, on fait un point pour poser, pour fixer le fil. Donc, c'est comme ça que les motifs, vous voyez, les différents motifs sont réalisés. Donc, je vous dirais que c'est un travail extrêmement minutieux, très, très, très difficile, autant pour les yeux que pour les mains. Mais c'est vraiment un résultat qui est époustouflant. Vous voyez, ici, on travaille beaucoup avec des bourrages. Ça, c'est du gros cordonnet. Ici, c'est du carton, donc terme technique de cartonnage. Ensuite, une fois qu'on a fini de broder la fleur au complet, ce qu'on fait, c'est qu'on vient la découper et on met de la colle par derrière pour solidifier. On la découpe et là, on vient la fixer, la poser sur un tissu de velours. Donc, en fait, on vient la fixer et là, on doit faire des points de fixation sur tout le contour et on pose un cordonnet de contour pour finaliser la pièce. Donc ici, la seule chose qui a été brodée directement sur le velours, c'est la petite branche ici que vous voyez, qui est toute fine. Mais sinon, tout le reste, c'est vraiment, imaginez, c'est vraiment peut-être, c'est ça d'épais, peut-être 1 centimètre ou 2 d'épaisseur. Donc, à la fin, quand on essaie de transpercer toutes les couches, c'est très, très difficile. Donc, c'est pour ça qu'on doit travailler avec des dés. Donc, voilà, ça, c'est un travail, le cours a duré 35 heures. Plus le soir, il fallait broder au moins 2 heures pour pouvoir finir le travail. Donc, quand vous faites des voyages comme ça, des stages, disons que vous n'avez pas beaucoup de temps pour visiter la ville. Donc, je voudrais vous montrer l'autre technique que j'ai appris. Donc, j'ai pu faire un stage, un séjour dans un atelier de broderie pour costumes de torero, donc les costumes de lumière qu'on appelle. Ça, c'était à Madrid. Ça ici, c'est vraiment une inspiration. En fait, on travaille sur un tissu non de soie, mais un polyester. Souvent, les couleurs sont utilisées, vont être le rouge, le bleu, ça va arriver le blanc, du noir, donc différentes couleurs. Et encore une fois, ce sont vraiment des fournitures de broderie d'or. Donc, on va broder soit avec du doré ou soit avec des fournitures en noir, donc cordonnet, pierre de jet, etc. Mais c'est vraiment plus connu pour donc utiliser des fournitures d'or. Donc ici, vous avez, la technique consiste en fait à utiliser du cordonnet. Donc ce cordonnet, il fait le contour du dessin. Donc tout le dessin est créé par le cordonnet. On pose d'abord le cordonnet sur le tissu. Ensuite seulement, on vient remplir les formes. Donc ici, ce sont des paillettes principalement de différentes grandeurs. On utilise aussi de la cantille. Donc ça, je vais vous montrer ça tout à l'heure, qu'est-ce que c'est. Mais la cantille, c'est vraiment ce qu'on utilise dans la broderie d'or. Donc ici, les points que vous voyez, c'est vraiment les points qu'eux vont utiliser sur les costumes. Donc, encore une fois, un travail très, très minutieux et très, très ornemental, très exubérant aussi. En fait, l'idée, c'est que le torero, il veut que ça brille. Donc, voilà. Donc, ça, c'est, disons, les principales écoles ou stages que j'ai faits. Maintenant, je voudrais vous parler des techniques. Donc, en fait, en broderie d'art, il y a principalement, je dirais, ça peut se diviser en 2 techniques principales.
premièrement, vous avez les techniques à l'aiguille. Donc, on va broder avec une aiguille. Puis là, vous avez plein de techniques différentes. Donc, broderie d'or, le crewel, ardanger, une infinité de techniques traditionnelles. Et l'autre facette, c'est travailler au crochet de Lunéville. Donc, vous êtes peut-être familière, si vous faites de la broderie, avec le crochet de Lunéville. Donc, le crochet de Lunéville, en fait, c'est un crochet. Ça a été inventé au 19e siècle en France. On l'utilise principalement pour faire de la broderie perlée, donc poser des perles et poser des paillettes. Et quand vous avez une bonne pratique, normalement, ça va plus vite qu'à l'aiguille. Donc, vous voyez, ce crochet, en fait, c'est, je ne sais pas si on peut voir, mais c'est une espèce de petit hameçon. Donc, ce que ça fait, c'est que ça fait un point de chaînette. Donc, on va travailler le crochet en faisant un mouvement comme ça. Et la particularité de ce crochet, c'est que quand on vient poser des perles et des paillettes, eh bien, il faut qu'on les travaille, on travaille sur l'envers, on travaille à l'envers. Donc, comment ça se passe? Je vais vous montrer une petite broderie toute simple qui est réalisée au crochet de Lunéville. Donc, laissez-moi voir si, vous voyez, en fait, c'est vraiment, vous voyez le point de chaînette, OK? Et donc, en fait, on peut vraiment faire un dessin uniquement au point de chaînette. Ici, vous voyez le point de chaînette, on a fait pour remplir cette forme, on fait des allers-retours. Ensuite, ici, on peut poser donc des perles. Donc, ici, c'est un dessin sur organza transparent et puis c'est du fil d'or métallisé. Donc, il faut vous imaginer que, premièrement, on travaille toujours sur un métier cadre et non sur un cerceau. Je vais juste vous montrer un exemple. Donc, vous voyez, ici, c'est le genre de métier qu'on va utiliser. Donc, c'est vraiment un cadre qu'on va monter. On va monter le tissu de cette façon et le tissu va être très, très bien tendu, comme une peau de tambour. Et ce cadre, donc, on va travailler comme ça à plat. Donc, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on appelle, en anglais, cette technique s'appelle tambour beading. Pourquoi? Parce que le tissu doit être tendu comme une peau de tambour. Donc, la technique, imaginez que je suis sur mon métier. Vous voyez, regardez, ça c'est l'envers et ça c'est l'endroit. Donc, là avec le ventilateur, c'est sûr, c'est pas très pratique. Alors, imaginez que votre tissu est tendu sur un métier. Et là, vous avez votre crochet. Et en fait, le fil, c'est un fil qui est continu. On ne va jamais ou rarement couper le fil. Donc, la bobine est attachée et la bobine repose sur le métier. Et là, je vais faire le geste du point chaînette comme ça et je vais tenir mon fil par en dessous. Donc là, quand vous voulez poser, imaginons qu'on veut poser des perles et des paillettes, je vais avoir d'abord mes perles et mes paillettes, il faut qu'elles soient sur un fil, sur le fil de la bobine. Et là, quand je vais venir faire mon point de chaînette, je vais prendre par en dessous mes perles ou mes paillettes et je vais les remonter une par une pour les poser. Mais je dois les poser à l'envers. Donc, c'est pour ça que quand on commence la technique, il faut vraiment prendre un tissu transparent pour pouvoir voir qu'est-ce qu'on fait. Donc, vous voyez, c'est une technique qui est vraiment merveilleuse parce que ça fait vraiment un travail qui est très, très fin, mais c'est une technique qui demande de la pratique. Je vous montre quelques petits exemples. Vous voyez ici, ça, c'est un point traditionnel au Lunéville qui s'appelle le point de vermicelle. Donc, c'est un point qui sert à faire des fonds. Donc, par exemple, ici, c'est toujours des points comme un petit peu comme du corail. Donc, par exemple, imaginez que vous avez une grande surface à couvrir
et vous ne voulez pas qu'il y ait d'espace vide, donc on peut faire ce point de vermicelle. Je voudrais vous montrer aussi d'autres possibilités. Donc, les deux seuls points qu'on peut faire avec le crochet de Lunéville, c'est donc le point chaînette, puis un deuxième point qui s'appelle le point tiré. Donc ici, c'est une broderie, un feuillage réalisé au Lunéville avec le point tiré. Je vais vous montrer le même dessin, mais avec des perles. Donc, vous voyez, c'est vraiment le même dessin, mais ici, on a posé des perles. Et si on regarde l'arrière, vous voyez, là, je sais qu'on ne voit pas beaucoup, mais on peut revoir presque le même dessin que celui-ci. Vous voyez? Oui, on le voit bien, on le voit bien. C'est pour dire que le même dessin peut être réalisé seulement avec du fil ou avec des perles aussi. Donc, en fait, les deux techniques se complémentent très bien. Puis moi, dans mon travail, souvent, je vais mélanger les deux techniques dans une œuvre selon la facilité. Donc, certaines techniques vont se prêter plus à l'aiguille et d'autres techniques vont être plus faciles à réaliser au Lunéville. Je vais vous montrer un exemple. Donc, ici, c'est un échantillon qui a été réalisé pour une robe. Donc, encore une fois, on est sur un organza transparent. Puis ici, donc, il y a des plumes. Donc, ici, c'est un bon exemple du mélange des deux techniques. Donc, en fait, il y a quelques paillettes parsemées, mais le point, c'est un point de vermicelle. La seule différence, c'est que le point est beaucoup plus long. Donc, au lieu de donner un effet en courbe ou sinueux, ça va donner un effet plus angulaire, un effet plus géométrique. Et en fait, donc ici, on fait le point, puis on pose une paillette à chaque 4 ou 5 points. Donc, imaginez que le travail se fait donc sur l'envers, comme ça. On monte les paillettes par en dessous. Ensuite, vous avez aussi, vous voyez, des paillettes comme ça, une petite paillette avec une perle. Ces paillettes-là, elles ont été posées à l'aiguille, ainsi que les strass. Je ne sais pas si on voit bien, mais les strass, en fait, ce sont comme des petits cristaux, vous voyez, comme ça ici. Oui, on le voit bien comme ça. Très bien. Voilà. Et puis, les plumes, évidemment, sont posées aussi à l'aiguille. Donc, il y a vraiment moyen de mélanger les deux techniques. Et puis, c'est formidable parce que ça donne vraiment une facilité de pouvoir choisir quelle technique on veut faire. Donc, voilà, en fait, pour les techniques. Maintenant, je voulais vous montrer un petit peu, disons, différents volets de mon travail. Donc, en fait, on avait parlé des tableaux. Donc, il y a je présente à la guilde un petit tableau. Et puis ça, ce sont des compositions abstraites. Donc, je vous en montre une. Donc, en fait, l'idée de ces tableaux-là, c'est vraiment de créer des textures. C'est de créer des textures et c'est de créer aussi du volume. C'est vraiment quelque chose de, je dirais, une broderie expérimentale. Et le processus de travail aussi, il est très organique parce que ici, autant des fois, il y a certaines fois où je veux faire, par exemple, des feuilles, des fleurs, donc des choses figuratives. Je vais devoir dessiner, faire un dessin. Mais autant ici, le travail de ces tableaux-là, il n'y a pas de dessin. La seule chose qu'il y a, c'est que je travaille dans un carré et donc je vais créer différentes sections. Et chaque section est remplie avec une texture différente. L'idée, c'est de travailler aussi par contrainte. Donc, en fait, quand, par exemple, pour un tableau comme ça, je vais d'abord choisir une palette de couleurs, choisir aussi un petit peu quel effet je veux donner. Par exemple, ici, ce que je recherchais avec les couleurs et avec le choix des matières, c'était un petit peu un style haute couture, un style
très raffiné, très délicat. Et en fait, chaque section va être remplie avec au maximum 2 ou 3 éléments. Donc ça, cette façon de travailler par contrainte, limitation, pour moi, c'est vraiment une méthode que j'aime et que j'ai développée parce que ça me permet de ne pas être face à un choix vous savez, quand il faut choisir qu'est-ce qu'on fait, on peut passer des heures et des heures mais sauf que si on se limite, si on se dit, OK, je prends juste 2 choix de matière, une perle puis un fil ou une paillette eh bien, je trouve que c'est beaucoup plus accessible. Donc, en fait, c'est ça. Ici, vous avez différentes matières, du ruban, perles, paillettes, fil doré, des tubes. Et vous avez un mélange de techniques aussi. Ici, vous avez des paillettes en rivière posées au Lunéville. Ici aussi, c'est posé au Lunéville, bien que c'est un petit peu aléatoire. Et tout le reste, c'est posé à l'aiguille. Donc ici, vous avez la technique de ruban en va-et-vient. Ensuite, les petites perles saumon, c'est ce qu'on appelle le point mousse. En fait, c'est l'idée d'accumuler les matières pour vraiment venir remplir l'espace au complet. Donc, je vous montre un deuxième tableau. Ici aussi, c'est vraiment la broderie, je dirais, expérimentale. Donc, le but ici, c'est de créer du volume. Vous avez ici la zone qui est noire. Donc, ça, j'ai utilisé des grandes paillettes qu'on appelle des sequins. Donc, et ici, les sequins, ils ont été pliés en deux. Et puis, j'ai inséré aussi des morceaux de tissu. Et donc, par exemple, ici, c'est une autre façon de travailler les sequins. Ils sont coupés pour créer un effet différent. Donc, à chaque fois, ce processus, c'est vraiment expérimental. C'est le fait d'essayer des choses, de se dire, OK, si j'essaye ça, est-ce que j'aime ça? Les points, je ne sais jamais d'avance qu'est-ce que je vais faire. Je le décide sur le champ. S'il y a quelque chose que je n'aime pas, soit je le modifie ou soit je le refais. Mais l'idée, c'est vraiment de créer la texture avec, disons, des notions d'accumulation, superposition. L'effet est créé parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de matière. Donc, voilà. Donc, voilà pour les tableaux. Maintenant, un autre volet aussi que je fais, c'est que je fais du sur-mesure. Donc, pour les designers de vêtements, de costumes, etc. Ici, j'avais travaillé avant la pandémie avec un designer haute couture à Montréal qui s'appelle Antonio Ortega. Donc, lui, il présente ses collections à Paris. Généralement, comment ça se passe? C'est que le designer, soit il va me fournir un dessin, des croquis de ce qu'il veut pour chaque pièce. Puis là, il y a différentes façons, chacun est différent. Ici, avec Antonio, donc, il me donne son dessin. Il donne quelques détails sur la robe, la couleur, peut-être le tissu. Et là, ici, lui, il voulait une broderie comme ça sur le col. Donc là, c'est très, très vague. Des fois, j'ai des images précises de ce que le créateur veut, mais des fois, ici, j'en avais pas. Donc, en fait, j'ai vraiment été un petit peu, je lui ai demandé, je lui ai sorti des matières. Et puis, en fait, je fais toujours plusieurs échantillons. Donc, ici, dans ce cas-ci, je lui ai fait 3 échantillons différents. Ils sont différents, mais en même temps, il y a à peu près le même look. Lui, ce qu'il voulait, c'est avoir des effets comme ça de dégradé, des effets de quelque chose de très brillant, quelque chose de très luxueux. Donc, je choisis des matières en conséquence. Donc là, dans ce cas-ci, il a choisi le premier. Puis, on a ajouté, pour donner une petite touche un peu contemporaine, ici, c'est des petits morceaux coupés d'acétate. Donc, en fait, c'est ça. Je lui montre les échantillons. Et puis après, ben, je vais broder donc toute la pièce. Donc, ça, c'est un petit peu la façon de travailler le sur-mesure. Ensuite, vous avez, ben, je vais vous montrer les matières.
Donc, ce qui est vraiment agréable pour les matières, c'est que ce sont des matières nobles, des matières précieuses. Donc, ici, je vous montre, ce n'est pas des spaghettis ni des nouilles, c'est de la cantille. Vous voyez, la cantille, c'est un fil de métal, mais très, très souple. Et on le travaille, en fait, on vient couper des petits morceaux selon le dessin ou selon le point qu'on veut faire. Vous avez différents types. Ici, c'est une dorée. Il y a différentes couleurs. C'est une dorée mate. Vous avez aussi de la cantille, donc irisée. Mais c'est toujours cet effet très, très souple dont on vient couper. Et vous avez donc différentes couleurs, argentées, dorées. Donc, c'est vraiment des belles matières. Je vais vous montrer aussi des fils de broderie d'or espagnole. Donc, ça vient d'Espagne. Donc, vous voyez ici, ça, c'est de la laminette qu'on appelle, qu'on trouve en France et en Angleterre aussi. C'est vraiment des fournitures de broderie d'or. Ici, vous avez du cordonnet. Donc, c'est vraiment des belles matières. C'est des matières aussi qui sont fragiles. C'est des matières qui vont s'oxyder si on les touche trop. Donc, normalement, il faudrait essayer soit d'avoir les mains toujours très propres ou de travailler avec une pince. Et puis, c'est ça. Évidemment, vous avez les paillettes. Vous voyez, ici, ça, c'est des petites paillettes espagnoles parce qu'ils fabriquent autant pour la broderie d'Espagne des toreros que pour la broderie d'or. Donc, c'est vraiment le plaisir de travailler avec des belles matières. Ça aussi, ça fait partie du travail et ça fait partie du processus. Donc, maintenant, je voudrais vous montrer l'autre volet de ce que je fais, c'est des petits accessoires. Donc, j'aime beaucoup créer des petits accessoires comme ça, tout en finesse. Ça ici, c'est une broche. Et je pourrais dire c'est une broche réalisée avec des techniques autant de haute couture que des techniques de broderie d'or. Donc ici, vous avez un centre de paillettes. Vous voyez la cantille ici, cantille ici. Là, vous voyez deux points. Le point ici, c'est comme des petites chips. On coupe la cantille très, 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 très petite et on vient la poser comme ceci, un peu de façon désordonnée, mais on remplit l'espace. Ensuite, ici, vous avez ça, le point de Nîmes qui est utilisé chez les toreros. La cantille est plus longue et puis on vient remplir. Ce point-là, en fait, c'est presque un point, si vous connaissez, de passer plat au fil. Donc, c'est presque le même point. Ensuite, vous avez les rebords ici qui sont faits avec du fil d'or et un fil rouge, donc posé en couchure. Et ici, vous avez donc paillettes en écaille et ici, paillettes avec la cantille, avec des petits boudins. Donc là, ici, vous voyez trois façons différentes, plusieurs façons, plusieurs points possibles avec la cantille. Sinon aussi, c'est ça, j'aime bien faire des petits accessoires comme ça, vous voyez. Et ce qui est important dans les accessoires, c'est vraiment les finitions. Je vous dirais que c'est même la partie la plus difficile parce que la qualité d'un accessoire, on la voit évidemment dans la technique, mais on la voit aussi dans les finitions. Ici, un petit oiseau, ça c'est des techniques de perlage. Donc, on travaille directement sur le feutre. Donc, avec des cabochons, on a ajouté de la plume. La petite broche oiseau ici, d'ailleurs, c'est un cours que je donne en lien avec l'école couture et rouge à lèvres. Donc, c'est un cours si jamais vous êtes intéressé à faire ce joli petit oiseau. Et, voyez, je vous en montre un dernier ici. Encore de la broderie d'or. Voyez, les ailes sont faites avec la technique de Lunéville. Et le corps a été fait avec la technique de broderie d'or espagnole, donc un mélange de techniques. Une fois que vous connaissez plein de techniques, vous pouvez vraiment les utiliser comme vous voulez pour créer vos propres petits ouvrages. Le dernier volet de ce que je travaille, ce sont des fleurs de soie.
Donc, ce sont les techniques traditionnelles. On part vraiment du tissu pour faire tout de A à Z. Donc, en fait, on coupe les pétales une par une, on durcit le tissu. Ensuite, on doit mouler avec des espèces de boules chauffantes et puis on fait tout le montage. Ça, c'est un cours que j'ai appris en Espagne parce que là-bas, on fait beaucoup, beaucoup de fleurs comme ça. Ici, les fleurs ont été teintes. Chaque pétale est teinte à la main. Donc, ça aussi, c'est un travail que j'aime beaucoup. C'est vraiment le travail du textile, de tout ce qui est ornementation. Donc voilà, ben, écoutez, on a fait pas mal le tour de mon travail. Donc là, est-ce qu'on passe à la broche dahlia? Oui, pourquoi pas? Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'en fait, je vais vous faire simplement une introduction pour celles qui ont le kit. Donc, le kit dahlia, en fait, l'idée, c'était de faire des kits avec un petit livret pour vous montrer comment on peut créer un accessoire brodé. Donc, ici, en fait, c'est une petite broche faite avec des petits sequins et avec des perles. C'est monté sur un feutre. Donc, ce qu'on va faire, c'est que, vous voyez, en fait, ça vient accompagné d'un livret comme ça. Et dans le livret, vous avez vraiment toutes les explications pas à pas. Vous avez la liste des matériaux, il y a des schémas. Donc, tout est très, très bien expliqué. Donc, ce que je vais faire avec vous, c'est simplement, on va faire quelques minutes ensemble. Et puis, Marie-Hélène, j'ai oublié de montrer mon espace de travail. Penses-tu qu'on aurait comme 30 secondes? Bien sûr, bien sûr. Oui. OK. Alors, quand je vous parlais du métier, le métier que je vous ai montré, je voulais juste vous montrer comment ça se passe, comment c'est fait. Donc, en fait, le métier, souvent, le métier est assez grand. Donc, ici, c'est l'espace de travail. Vous avez des métiers qui peuvent aller jusqu'à, quand c'est des grandes pièces, ça peut aller jusqu'à 6 pieds. Ici, ça, c'est un métier moyen. Donc, en fait, il est posé sur des tréteaux droits. C'est la meilleure façon de travailler. Donc, vous voyez ici, le métier, il est déjà monté avec un tissu. Donc, ici, ça, c'est une série, c'est 3 petits tableaux que j'ai commencé. Donc, généralement, c'est ça. Je me mets sur la chaise et là, je me mets toutes les fournitures dont j'ai besoin. Donc, les fournitures, perles, paillettes, les fils, les aiguilles. Donc, et puis là, je vais travailler, donc, comme ça. Et puis, c'est vraiment ça la façon traditionnelle, donc, de broder sur un métier comme ça, à plat. On peut travailler aussi sur cerceau, mais ça dépend vraiment de ce que vous voulez faire. Sur cerceau, l'espace de travail va être plus petit, mais moi, généralement, j'utilise la plupart du temps des cadres parce que la surface est plus grande. Donc, on va sortir. Donc, celles qui ont le kit, vous pouvez déjà sortir. Donc, vous avez les petits sachets avec les fournitures. Donc, vous pouvez sortir le petit cercle de feutre. Alors, je vais juste vous le montrer. Et vous pouvez, donc vous avez fil et aiguille. Évidemment, l'aiguille, elle est très, très fine parce qu'il faut qu'on puisse la rentrer dans les perles. Donc, vous allez enfiler une longueur de fil noir. Donc, en broderie, généralement, la longueur de fil est assez précise. Il faut que ce soit, moi, je fais à peu près, on dit généralement que c'est une coudée, mais pour du perlage, moi, je fais toujours à peu près 3/4 de bras. Donc, vous prenez le fil et vous étirez votre bras et vous mesurez à peu près jusqu'aux 3/4 du bras et là, vous coupez.
Ensuite, vous enfilez, ça je pense que tout le monde sait le faire, enfiler une aiguille. Et vous faites, on va travailler à fil simple, et vous faites un petit nœud à la fin. Voilà, donc là, je vais juste vous montrer, je vais changer mon écran pour que vous voyez. Voilà. Donc, j'ai ici mon petit rond, mon petit feutre. Donc, vous voyez, je vais poser directement toutes mes fournitures sur mon feutre. La première chose, c'est que je vais poser la perle centrale. Donc, vous voyez, il y a une grosse perle. Je vais commencer par ça et ensuite, je vais poser les petites perles qui sont autour et ensuite, je vais faire mes rangées. Donc, je vais juste vous montrer, donc, vous introduire. Je vais d'abord, toujours, quand je brode, je commence par faire un tout petit point à vide. Ça, c'est un point de sécurité et c'est pour bloquer le fil. Ensuite, je viens piquer à peu près au centre. Et là, je vais chercher ma perle, la grande perle dorée. Et là, je vais venir piquer pour faire un point qui soit de la même largeur que la perle. Donc là, la perle vient se poser. Pour solidifier ce point-là, j'ai deux choix. Soit je peux repiquer dans la perle, ou soit je peux venir faire un petit point en dessous, un tout petit point à vide. Ça, c'est pour garder la tension de la perle. Voilà. Et c'est important de bien tirer sur le fil. Hein? Pas trop, mais bien tirer juste pour qu'il y ait une bonne tension. Ensuite, quand vous faites du perlage, c'est important d'avoir les bons gestes. Hein? Parce qu'on ne veut pas perdre de temps, on veut quand même aller vite. Donc, vous allez toujours chercher vos fournitures, vos perles directement avec l'aiguille et non comme ça avec le doigt. Donc, pour aller chercher une perle, donc je pique dans la perle et je la remonte sur l'aiguille. Vous voyez, ça, c'est vraiment la meilleure méthode pour pouvoir s'habituer pour aller chercher les perles. Je pique la perle, je remonte. Attendez, je ne suis pas du bon côté. Bon. C'est ça, je sors donc sur le dessus. Là, je vais venir toujours maintenant piquer autour de ma perle centrale parce que je veux que mes perles, elles soient bien, bien serrées. Donc, j'enfile ma perle et je fais un point à peu près de la même largeur que la perle. Et puis, je vais venir poser de façon très aléatoire, de façon très organique. Ce qui est important, c'est que je vais toujours coller mes perles. Et je peux même en poser deux à la fois si je veux. Parce qu'une à la fois, c'est sûr que c'est quand même long à faire, mais je peux en poser deux. Si j'en pose deux, eh bien, je dois faire un point qui soit de la même largeur que mon groupe de perles. Donc là, je peux faire le tour. Voilà, je vais faire comme le tour de la perle. Mais comme je vous dis, on n'est pas dans un travail de précision. On peut vraiment y aller de façon aléatoire. L'important, c'est qu'on veut que nos perles soient toutes très rapprochées, très serrées les unes avec les autres. Je vais commencer donc par faire mon contour. Je vais faire le tour de la perle centrale. Vous voyez, en fait, ce que je vous dirais, c'est qu'on ne voit presque pas les points parce qu'on brode sur du noir. Donc, l'avantage de broder sur du noir, c'est qu'on voit moins les petits défauts, on voit moins les erreurs. Voilà, j'ai fait le tour. Et si vous regardez le modèle, vous voyez, j'ai quand même fait un grand cercle, un grand espace que j'ai rempli avant de commencer à mettre les sequins. Donc là, je vais continuer, je vais faire une deuxième rangée de perles. Je peux en mettre deux à la fois si je veux, mais je fais des rangées circulaires.
puis j'essaye de coller au maximum. Une fois que vous aurez bien rempli le centre, vous pouvez même venir rajouter des perles par-dessus pour donner un effet de relief. C'est-à-dire qu'on veut vraiment avoir un effet très, très rempli. Voyez là, j'ai rempli donc une petite zone ici. Je peux même venir piquer comme au milieu de toutes ces perles et venir en rajouter par-dessus. Donc, comme ça, je vais avoir des perles qui vont être comme surélevées. Voilà, vous voyez, j'ai un petit nœud. Quand vous avez un nœud, vous pouvez essayer de le défaire. Et si ça ne se défait pas, simplement, il faut couper le fil. Il faut essayer toujours de sécuriser le fil. Je vais juste vous montrer comment on fait. Je n'ai pas fini de remplir, mais je veux vous montrer quand même comment poser les sequins. Donc, les sequins, pour avoir cet effet relevé comme ça, vous voyez, ils ne sont vraiment pas à plat, ils sont vraiment comme, je dirais, à 45 degrés. Donc, pour obtenir cet effet-là, ce qu'il faut faire, c'est qu'on vient enfiler un sequin. Donc, vous pouvez essayer de venir le chercher directement à l'aiguille. Vous piquez et vous remontez le sequin. Et donc, on va poser une perle tout de suite. Donc, je prends en premier un sequin et ensuite, je viens chercher une perle et je vais toujours piquer du centre vers l'extérieur. Et là, je vais faire un point assez petit, mais un point qui mesure la largeur de ma perle. C'est toujours comme ça. Donc, vous voyez, là, j'ai mis le sequin plus la perle. Et vous voyez, j'ai un effet comme ça relevé. C'est vraiment la perle en dessous qui permet de relever le sequin à 45 degrés. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'une fois que j'ai posé un sequin, je continue, je pique à côté et je viens poser un deuxième. En fait, ce que je veux faire, c'est de faire vraiment comme des rangées circulaires. Votre fleur, en fait, vous la construisez en faisant vraiment comme des rangées, une rangée circulaire, ensuite une deuxième rangée, une troisième rangée. Et vous allez voir que tout ça, ça va se placer de façon assez organique. Donc, ça va être toujours la même chose. D'abord le sequin, ensuite la perle, ensuite je pique et puis ça vient se placer. Une fois que vous aurez fait plusieurs rangées, vous devez vraiment déborder du bord, c'est-à-dire que vous voyez les paillettes, les sequins ici, la dernière rangée, elle est vraiment posée sur le bord du feutre. On veut avoir cet effet-là. Vous pouvez vraiment venir remplir de sequins et vous remplissez autant que vous voulez. N'hésitez pas à donner vraiment un effet là, de remplissage, vraiment les coller. Une fois que vous avez, comme on va dire, terminé de remplir la fleur, ça se peut qu'il y ait des trous ou des espaces vides. À ce moment-là, vous venez simplement dans les espaces vides, vous venez remplir ces espaces avec des perles, soit des perles dorées ou soit des perles noires. Votre fleur, il faut vraiment qu'elle soit bien, bien fournie. Donc, je vous explique l'étape de montage. Une fois que vous avez terminé de poser, de faire toute votre fleur, là, vous allez venir poser d'abord l'épinglette. En fait, l'épinglette, il faut faire 2 petites fentes sur la doublure. Ensuite, vous venez insérer les têtes dans ces fentes et vous venez poser, en fait, vous posez la doublure. Et puis, vous pouvez venir mettre des épingles. Je vais vous montrer comment. Pour fixer, pour pas que ça bouge, vous mettez vos épingles comme ça vers le centre. Vous voyez, 1, 2, 3, 4. De toute façon, c'est expliqué dans le petit livret. Et là, vous allez faire tout le contour au point de feston avec le fil noir.
Donc, vous voyez, là, je fais juste vous donner les grandes lignes, mais tout est expliqué dans le livret. Donc, voilà. Ça conclut très bien la présentation. C'est sûr que c'est un cours exprès. C'est pas vraiment un cours, c'est plus une introduction. Oui, pour la bruche dahlia, c'est sûr, mais c'était vraiment intéressant d'avoir votre parcours aussi. Tu sais, je pense que ça présente bien le type d'atelier que vous donnez aussi, d'avoir tout votre parcours à l'avance. Puis, j'aimerais prendre un petit 2 minutes peut-être pour les questions. Donc, je ne sais pas si vous aimeriez, oui, vous allez pouvoir revoir la vidéo. Ça, c'était une question. Donc, c'est sûr que c'est pratique parce qu'ensuite, vous allez avoir la possibilité de faire la technique à répétition ou faire revenir pour revoir l'explication de Tamara, certainement. Mais moi, j'ai trouvé ça super ingénieux pour le sequin d'avoir l'angle de 45 degrés avec la petite perle. Est-ce que vous en avez d'autres, des trucs comme ça? Oh, ben, Beaucoup. ben oui, il y en a plein. En fait, c'est souvent des choses, ça c'est souvent des choses que je découvre en expérimentant avec les matières. Il y a des choses qu'on apprend dans les livres ou dans les stages, mais il y a des choses aussi qu'on apprend en le faisant tout simplement. Oui, non, ça donne vraiment des beaux effets, puis c'est intéressant l'aspect organique. Puis, est-ce que vous avez d'autres ateliers aussi que vous présentez? Oui, en fait, ben, s'il y en a qui seraient intéressés par la technique de Lunéville, je donne un cours d'introduction au crochet de Lunéville. C'est un cours de 8 heures. Et puis là, je sais qu'il y en a un au mois d'août. Je pense le 7, en tout cas, c'est 2 samedis ou 2 dimanches. Et puis, en fait, on apprend vraiment à faire la technique. Puis même le petit modèle que je vous ai montré, vous vous rappelez, c'est ça qu'on fait ensemble pour le cours d'introduction. Donc, si jamais ça vous intéresse, vous avez les informations sur mon site. Vous allez dans Atelier présentiel et puis vous pouvez vous inscrire directement. Pour les personnes intéressées aussi, j'ai un autre kit. Celui-là, c'est broderie d'Espagne. Donc, je vous montre le modèle. Vous voyez, c'est un modèle simplifié, mais avec toutes les techniques. Donc, la pose du cordonnet, les perles, les paillettes. Et puis, tout est expliqué, donc, et fourni dans le petit guide. Ça aussi, vous l'avez sur mon site. Et puis, Marie aimerait savoir si vous avez un bon livre à suggérer pour la broderie. Il y en a beaucoup. Ce que je vous dirais, dépendamment de ce qui vous intéresse, à la grande bibliothèque, il y a une section incroyable de plein de techniques. Il y a des livres sur le Lunéville, il y a broderie à l'aiguille, il y a absolument beaucoup de techniques. Je vous dirais que tous les livres de la collection, ben, il y a des livres de l'édition Marabout ou les éditions de Saxe qui sont vraiment très bien. Puis, je recommande tous les livres de la Royal School of Needlework que vous pourrez trouver sur Internet, soit en anglais, soit en français. Ça, c'est vraiment excellent. C'est le top du top au niveau technique. Vous pouvez même l'apprendre. Tout est expliqué. Les points sont expliqués. Donc, ça, c'est vraiment génial. Bien, on a aussi Gaétane Breton qui dit vraiment très impressionnant de voir toutes ces techniques de broderie, de toute beauté. Donc, on a des bons commentaires de la part de ceux qui se sont joints à nous. Et puis, si jamais vous vous êtes présenté à l'atelier, mais que vous n'aviez pas la trousse, elles sont toujours disponibles aussi à la guilde jusqu'au 25 juillet. Donc, vous pouvez venir vous les procurer au besoin pour faire votre broche également. Donc, merci beaucoup, Tamara. Merci, ça fut super Merci à vous. intéressant. À vous. Et donc, en fait, n'hésitez pas si jamais il y en a qui veulent simplement, qui veulent peut-être pas prendre un cours. J'offre plein de cours. Ça recommence en septembre. Vous irez voir sur mon site. Mais s'il y en a qui veulent aussi juste venir voir l'atelier, parce que là, c'est sûr qu'on est sur Zoom, donc on ne voit pas très bien. Mais s'il y en a qui veulent venir voir, simplement vous m'écrivez, puis on prend rendez-vous, puis vous pourrez venir visiter l'atelier. Donc, merci encore à vous et merci à tous de s'être rejoints à nous aujourd'hui. Puis je vous souhaite une excellente soirée. Merci encore. Merci à tout le monde. Au Au revoir. revoir.